Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Voilà, donc je vous retrouve pour la deuxième journée du congrès du monde vibratoire. Je vous fais mon petit retour donc sur le congrès de Stéphane Cardino et Catherine Martin, donc dans l'approche de géobiologie et de bioénergie créée par Stéphane Cardino autour des outils du biochamp et de la machine quantique, entre autres Hémanoscope. Donc le deuxième jour, le matin, on a commencé avec Vincent Lugon-Moulin, qui est suisse aussi. Et alors j'ai bien aimé parce que c'était le thème de la lithothérapie quantique. Donc Vincent nous a partagé que son métier, son travail en fait à la base, lui il est informaticien, il fait du codage, etc. Et il s'est passionné depuis 4 ans pour la lithothérapie et qu'il était du genre en fait à se passionner pour un truc et y aller à fond quoi en général. Donc, il a toujours été bien sûr porté sur l'approche un peu de Cardino qui est toujours se baser sur le ressenti corporel. Pareil, étant formé aussi à ces techniques-là de bioénergie, à cette approche et à l'hémanoscope aussi. Voilà, tout ça, il a bien compris. Il est aussi dans cette idée un peu de vouloir rajouter de la conscience. Alors, lors d'une rencontre avec Stéphane, il avait partagé que il aimerait bien trouver la formule mathématique pour calculer en fait les vibrations des pierres, quoi. Et en fait, de là, Stéphane est allé chercher un bouquin qui parlait, qui ouvrait donc une page sur le tableau périodique des éléments et qui parlait donc des éléments, des compositions, des matières, des minéraux, etc. Et qui surtout avait la signature du spectre atomique en fait. Donc, du spectre des couleurs qui se dégagent des atomes, des éléments. Et donc, il lui a dit, peut-être tu pourrais commencer par ça. Donc, il a fait tout un recoupement dans lequel il a calqué en fait au chakra ces spectres d'émission de la lumière. Et il a trouvé du coup, il a rentré tout ça dans un logiciel qui vous sort en tapant dans la pierre la signature vibratoire vraiment des chakras mais on y a englobé la vision et l'approche de Stéphane Cardino, quoi. C'est-à-dire qui va bien au-delà que les 7 chakras qu'on voit dans le grand public. C'est-à-dire que ça prend aussi en compte les chakras qui sont au-dessus de la tête, hein, on dit différents plans, les chakras dits extracorporels, les vibrations plus dans les jambes, donc qui découpent dans les mémoires des parents jusqu'aux ancêtres. Plus tous les chakras corporels qui sont secondaires, voilà, donc ça fait une approche avec beaucoup plus de chakras qui est beaucoup plus précise. Donc cette approche-là, forcément, elle rajoute foule de détails et surtout, elle permet vraiment d'être objectif et de sortir d'hélas toutes les croyances qui sont véhiculées et revéhiculées et répétées et recopiées de tous les bouquins de lithothérapie qui deviennent un véritable fléau, quoi, en fait, parce que on y va de toutes les croyances possibles, inimaginables. Donc après, moi, je suis allé lui parler aussi de l'approche de Regina Martino, qui connaissait forcément aussi, puisque moi, c'est l'approche qui me parle, donc la lithothérapie bioénergétique, où Regina Martino, donc c'est, ceux qui la connaissent pas, c'est la papesse de la shungite, hein, c'est la première à commercialiser la shungite en France, qui a le magasin La Roche-Mère à Paris et le site shungite.fr.
Donc, formée à la même approche que Cardino, elle a pris un groupe de sensitifs et ils ont enfermé des pierres dans des boîtes blanches. Ils ont été retestés de façon bioénergétique toutes les pierres. Et en fait, des fois, ils trouvent des trucs qui correspondent, mais des trucs d'autres fois qui sont complètement à l'opposé de ce qui se dit en litho. Voilà. Donc, moi, ma vision de la litho, elle est beaucoup basée sur elle. Et surtout, le principal, ce qui nous excède à tous dans la litho, c'est arrêter de prendre les pierres pour des médicaments, quoi. On retombe des fois dans des fonctionnements allopathiques, quoi. Vas-y, une pierre pour la migraine, une pierre pour ceci, pour cela. Au final, c'est quoi que vous cherchez, un Doliprane ou une pierre? Il faut comprendre qu'en fait, le règne minéral, c'est vraiment un concentré de conscience qui peut être très, très, très corporel. Et si on sait s'y connecter, en fait, elle va vraiment modifier notre énergie dans le but de faire plutôt une transformation. C'est comme ça qu'il faut prendre les pierres. Il faut arrêter de vouloir porter des béquilles. Voilà, ça peut nous aider à faire un travail. On peut avoir besoin de cette vibration pendant un moment, mais il ne faut pas, par exemple, se prendre une pierre pour se protéger. Il faut plutôt aller voir pourquoi, comme je le disais dans mon épisode précédent, euh, sur les énergies négatives, pourquoi vous avez cette brèche, quoi, si vous avez peur des énergies négatives. C'est vous qui entretenez la brèche. Bref, c'est sur une autre histoire. Donc voilà, il nous a présenté tout son travail et un logiciel qui va bientôt sortir, que je suis en contact avec lui. Je vais sûrement très prochainement pouvoir acquérir. Donc, qui contient une espèce de glossaire avec toutes les vibrations précises des pierres basées sur la signature atomique des éléments. Donc ça, j'attends ça avec impatience. Ça va être excellent. Bon, donc ce qui se dégage de son approche, effectivement, c'est que bon, c'est important en fait, surtout de se connecter à la pierre. C'est pas simplement la porter comme ça, sans conscience, en espérant qu'elle compense notre déséquilibre ou qu'elle atténue ou qu'elle fasse disparaître même notre symptôme, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est sûr, que Regina Martino dit aussi, c'est que en fait, si vous prenez quelques minutes pour vraiment faire le vide dans votre tête, vous connecter, poser l'intention de vous connecter à l'énergie de la pierre et sentir en fait cette énergie qui crée quelque chose à l'intérieur de vous, un mouvement, quoi, voilà, qui pour aller vers plus de fluidité ou qui fait ressortir des choses bloquées, de façon à les accueillir. Ben, c'est ça qui fait surtout le boulot, quoi, voilà. Bien sûr qu'après on peut avoir un bijou pour soutenir sa signature vibratoire ou avoir comme une espèce de rappel. Mais bon, si vous le portez comme ça, sans conscience, c'est plus esthétique qu'autre chose. Il faut pas se leurrer, quoi. Voilà. Très bien. Donc, moi, j'ai adhéré vraiment à son approche. Il est très sympa. Voilà, j'ai gardé son contact. Ensuite, on a une autre intervenante qui s'appelle Marilène Priem. Alors, elle est dans le Gers. Et ensuite, donc, c'est une fana de l'astrologie, c'est-à-dire que on nous a fait rire parce que elle voit des trucs dans le thème astral. Enfin, c'est assez chaud. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour l'astrologie. J'ai aucun doute sur la pertinence, etc. Mais je me suis pas trop plongé parce que voilà, on peut pas tout faire et c'est une science à part entière. Et bon, voilà, ça m'attirait pas plus que ça, même si je pense que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Mais c'est pas forcément ce sur quoi me suis dirigé. Mais alors elle nous a monté plein de trucs. Elle disait voilà, ce qui nous saute aux yeux, ce qui nous saute aux yeux. Alors, bien sûr, les trois quarts des personnes dans la salle, à part ceux qui étaient férus, personne ne voyait rien. Mais bon, ça avait l'air évident. Effectivement, après, elle faisait une corrélation entre le thème astral qui lui donnait une direction, une mesure émanoscope qui lui permet de cerner encore plus. Après, elle a une technique personnelle qui agit soit par intermédiaire du massage où elle se connecte, pareil, où elle perçoit des trucs, ou alors elle plonge carrément dans le champ quantique de la personne et elle voit carrément les blocages dans l'espace comme des étoiles un petit peu. Donc c'était assez impressionnant. Elle nous a montré des avant-après qu'elle l'a fait, ou quelquefois, bon, on voit de suite l'alignement, et quelquefois, ben, comme ça nous arrive hein, aussi,
On s'aperçoit en fait, ça fait bouger beaucoup de choses et c'est normal parce qu'après un travail, il faut souvent, un moment aussi pour retomber. Moi, il m'arrive de faire 2, 3 mesures après, pour voir vraiment l'évolution. Je me dis: «Oui, OK, bon voilà, il y a ça qui apparaît, ça qui apparaît, ça qui se réaligne petit à petit», j'explique que voilà, qu'il faut peut-être quelques jours pour que waouh, le travail s'intègre et en fait, bien sûr que une mesure efficiente, il faudrait la faire plusieurs jours après quoi, voire un mois après même, pour voir ce qui s'est ancré, voilà. Bon bref, c'était super, intéressant. Ensuite, nous avons eu, la conférence de Franck, Jean-Pierre Marty, bon, que je connais bien, hein. Pourquoi? Ça j'ai fait, pas mal de stages, avec lui. Donc aussi, c'est une des personnes qui retransmet, enfin en tout cas, je crois que maintenant il change un petit peu, mais il a retransmis pendant, longtemps, les techniques de Stéphane en fait. Parce que Stéphane fait un peu la géobio, il se consacre, à la recherche, hein, et on peut pas tout faire. Donc voilà, au développement des machines et cetera et donc Franck, lui, a beaucoup, travaillé, ce qu'on appelle les projections, de la conscience hors du corps. C'est-à-dire le fait alors pas la sortie astrale totale parce qu'il y a 2 sortes de sorties astrales, mais on va dire plutôt tout ce qui projette un peu qui se réfère pardon à la projection de la conscience hors du corps, assimilé un peu au voyage chamanique et tout ça, voilà. Dans le sens où on peut être complètement, dans son corps, debout, dans n'importe quelle position, presque même en train de, faire quelque chose et en même temps projeter, une part de sa conscience quelque part, voilà. Donc pareil, bon, il a expliqué tout ça, il a expliqué, qu'effectivement au début, quand on débute la projection de la conscience hors du corps, on a besoin de ce repos, du corps, de se sentir en sécurité, pour que le corps relâche et que l'esprit puisse, vagabonder. Mais, après au final, on a, des facilités. Moi, c'est vrai qu'effectivement moi-même, hein, j'ai déjà fait des voyages en étant debout, qui ont été, très, très forts aussi. Donc, il nous a parlé aussi, ce qui était intéressant, il a vraiment décrit son expérience personnelle, dans le sens aussi, il a évoqué les écueils. C'est-à-dire qu'à un moment, où, ça allait pas trop bien dans sa vie, en toute authenticité, il nous a partagé que, ben ouais, il avait tendance à prendre sa couverture et puis, à aller, sur des lieux parce qu'il aimait bien faire ça en profitant en fait de l'énergie du lieu, hein. Voilà, moi c'est un peu son travail de tous ces stages et tout, où en fait, voilà, pour, faire une petite parenthèse, le voyage hors du corps, il peut y avoir, plusieurs façons de les faire, hein. Les projections de la conscience, je veux dire. Le tambour et cetera peut aider, mais pas nécessairement. On peut travailler avec des intentions, chamaniques ou autres, mais on peut aussi utiliser, en fait, les vibrations qu'il y a dans les lieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez sur un lieu vibratoire, ça peut vous aider, mettons, à faire monter votre énergie, s'il y a un phénomène. Hem et ça peut aider, faciliter les voyages et en plus, on peut faire un voyage en rapport avec le lieu, soit sur les mémoires du lieu, soit en fait, un voyage intérieur dans nos propres, mémoires à nous, qui sont activées par la résonance des énergies du lieu, des mémoires du lieu, des phénomènes du lieu. Voilà, donc ça c'est une expérience que j'ai fait, que j'ai eu fait faire un groupe aussi, que j'ai fait avec lui, quand j'avais fait un séjour, de 3 jours, sur différents lieux, c'est un petit peu ce qui m'avait un peu, ouais, ouvert, cette capacité-là, ou du moins ancré. Je me souviens qu'on était allés ensemble sur, un lieu, dans le Tarn, où il y a un puits, qui connecte aux mémoires des ancêtres, parce qu'il y a un énorme courant tellurique, voilà, c'est un lieu assez ancien. J'avais fait une descente, dans les mémoires et sur sur ce coup-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait reconnecté aux mémoires de mon grand-père, maternel qui était maquisard et en fait, dans le ciel, j'ai vu passer, un avion, de guerre des alliés, de la deuxième guerre mondiale, comme ces avions en fait, où ils expliquaient que, ben voilà, ils parachutaient des armes et tout aux maquisards. Donc c'était assez impressionnant, voilà, bref. Donc voilà, il nous a parlé un peu des écueils, je reviens à l'expérience de Franck, que, beh, voilà, ça peut être une fuite et lui, il en a trop fait et il se sentait complètement décalé, en fait. Complètement décalé de la réalité, pas enfin décalé, voire,
un peu dans le futur, c'est-à-dire que des fois, il voyait des désirs ou des potentialités des personnes, mais qui allaient pas forcément se réaliser. Donc c'était un peu difficile, socialement aussi, hein, l'impression d'être à côté ou de pas compris. Donc il a essayé à faire du sport, mais bon, il a vu que c'était pas forcément ça. Et il a souligné le fait que ben, c'était important au fur et à mesure qu'on fait des voyages, de voir ce que ça réveille à nous, de voir ce que ça implique dans le corps, ce que ça fait résonner, et surtout de prendre le temps d'intégrer les changements que ça provoque. Parce qu'un voyage, c'est une expérience spirituelle qui peut vous apporter toujours un enseignement ou changer quelque chose dans votre vibration, vous transformer quelque chose. Voilà, mais attention à l'excès, en gros, c'était ça le message, que ça soit pas une fuite, parce qu'en fait, après, on n'a pas le temps d'intégrer et on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Et c'est un peu ce qu'il a vécu à ses dépens. Bon, maintenant, tout est rentré dans l'ordre une fois qu'il a compris ça et waouh, il a pris un peu de recul sur tout ça et il le fait que quand c'est vraiment le bon moment. Donc, et après cette explication, il nous a partagé un fichier que lui il avait enregistré sur une table mégalithique dans l'Aubrac. Donc la salle et les quatre coins de la salle, en fait, on trouve en fait un système scalaire avec des gros amplificateurs créés par Stéphane et branchés en fait en réseau sur un amplificateur qui est devant la personne qui fait la conférence. Et donc là, on peut brancher ses propres fichiers et partager des fréquences, des signatures vibratoires hein, de toutes sortes. Et instantanément, cela se met à influencer le champ d'énergie des participants. En plus, c'est amplifié c'était clairement l'intention aussi par l'effet de groupe. Hein. Je veux dire que quand on est une centaine de personnes, on était à vivre une expérience, eh ben, il y a un effet de coordination qui tire tout le monde vers le haut, quoi, en quelque sorte. Donc c'était assez impressionnant. Et là, il nous a fait un voyage. Alors sur le coup, j'ai cru le reconnaître en fait parce que j'avais déjà dans un stage goûté à ce voyage-là. Et il commence souvent pareil pour beaucoup de personnes en fait. C'est-à-dire que il y a un contact avec une fée, une présence féminine. Et je me suis dit, ah mince, oh, je mets du mental parce que ça me rappelle le voyage que j'ai fait. En fait, je me suis dit, oh, arrête, tu te fais un film et tout. Et non, en fait, ça a commencé pareil, quoi. Voilà, enfin, la façon dont moi je l'avais commencé, c'était que ben, voilà, je me suis retrouvé en train de voler dans le ciel, m'approcher d'une montagne avec la végétation. Et là, en fouillant, en tournant autour des rochers, en fait, j'ai rencontré donc une présence féminine. Et ça a été un peu différent dans le sens où cette fois, le voyage est allé un peu plus loin. Elle m'a montré en écartant la végétation qu'il y avait une grotte. Donc j'arrive et je commence à avancer dans la grotte. Il y avait des cours d'eau de chaque côté des petites sources en fait qui ruisselaient de chaque côté du chemin. Et je vois en fait des serpents qui sont dans l'eau et qui remontent en fait vers l'intérieur de la grotte. Bon, moi je prends pas du tout peur parce que le serpent, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans mes visions. C'est un animal qui m'a beaucoup accompagné, notamment, je veux dire, quand j'étais au Pérou, en Amazonie, avec l'ayahuasca, son esprit, c'est un anaconda géant, donc le serpent, voilà, c'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif. Et un point de vue chamanique, en fait, c'est vraiment un animal qui évoque la transformation parce qu'il change de peau, le serpent il mue. Et pour moi aussi, s'associer vraiment au monde souterrain ou au travail, au shadow work, quoi, au travail des parts d'ombre. Inconsciente puisque il a ras du sol, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'indique pour moi pour aller plus loin. Et donc là, j'arrive dans une espèce de grotte avec une grande voûte et puis une énorme menhir au milieu qui est très vibratoire et très. Alors je sais plus s'il était bleu ou pourpre, je sais plus. Pourpre, je crois. Et il me fait. Alors je monte sur le menhir en fait. Enfin, je suis la vision, hein, ça c'est c'est spontanément en fait que ça se crée. Je ne sais pas comment expliquer, mais sur le moment, je sais ce qu'il faut faire. Et puis là, je reste un moment en haut, et puis d'un coup, je sens une grosse montée et une grosse vibration dans tout le corps, et je me sens monter très haut. Donc en fait, je sais que je vais monter dans les harmoniques quand ça fait ça.
les harmoniques, donc ce sont tous les chakras qui sont au-dessus de la tête. Et je me suis retrouvé à un plan que je pense avoir identifié, où je me vois à chaque fois, en fait, quand je suis sur ce plan-là, avec vraiment des présences blanches autour de moi, que je ressens en fait comme un peu ma famille ou mes amis, quoi. Quand j'arrive sur cette vibration-là, en général, je reconnecte en fait ma famille spirituelle, quoi. Voilà. Euh, donc, c'est ce que certains pourraient appeler les guides ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'ai ressenti des vibrations, une détente et une expansion de mon champ vital, un travail en fait corporel qui se faisait. Et effectivement, après, il nous a confirmé que en allant au bout de ce fichier, certaines personnes, enfin, on pouvait lire dans la mesure qui a été faite avec la machine, parce que la machine peut vous dire du coup jusqu'où ça monte et tous les paliers qu'il peut y avoir. Il y a un palier final de soins cellulaires, quoi, de soins qui descendent sur le corps physique. Donc voilà, c'était un super voyage. Et ensuite, on est parti faire la pause. Et l'après-midi, il y a eu qu'une seule grosse conférence, parce qu'après, la deuxième partie de l'après-midi, c'était une table ronde avec tous les intervenants. Donc cette conférence de l'après-midi, c'était fait par deux amis, enfin deux collègues qui sont Alexandre Chapendal et Lionel Daumont, qui sont en Suisse aussi, si je ne m'abuse. Et donc, sont géobiologues qui sont bioénergéticiens aussi. Bon, en faisant d'autres choses à côté, je crois qu'il y en a un qui est informaticien et l'autre, je sais que l'autre, c'est un instructeur d'arts martiaux. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils animent des stages de formation aux techniques de géobiologie de cette approche-là, quoi, du biochamp et tout ça. Ils ont aussi les manoscopes. Et ils ont été appelés pour travailler ensemble sur une exploitation de chênes truffiers. Voilà, c'était intéressant. Ils ont été appelés donc par un agriculteur, trufficulteur, donc qui a une plantation, qui a investi l'ordre de 3000 arbres chênes truffiers et qui recherche donc après les truffes avec les chiens. Voilà. Et donc il a fait un gros crédit parce que bah, c'est extrêmement onéreux ce genre d'installation. Et donc le problème, c'est qu'il n'a que 30% de son exploitation qui produit. Alors il est allé les voir, il leur a dit: «Bon écoutez, je sais pas exactement ce que vous faites, mais je me fous de ce que vous faites, mais faites un truc quoi». Voilà. Donc il avait épuisé, toutes les raisons, on va dire, conventionnelles et scientifiques. Là, il y avait vraiment aucune raison, pour que ça ne produise pour ça voilà, que ça ne produise pas comme ça devrait, quoi. Donc eux, ils se sont dit: «Peut-être, effectivement, il y a quelque chose, en rapport avec, l'énergie du lieu, avec les énergies naturelles du lieu, voilà, est-ce que c'est peut-être pas propice?» Voilà. Donc on a remarqué souvent qu'il y avait, beaucoup de champignons, voilà, qui ont tendance un peu à être, envahissants et tout ça, qui ont, la tendance à se, développer sur des points négatifs. Mais comme les fourmilières d'ailleurs, souvent, si vous voyez une grosse fourmilière, il y a de grandes chances que si vous mesurez le point, au niveau bioénergie, il vous contracte le champ d'énergie vitale, il soit pas très agréable, quoi, voilà. Parce qu'il y a des phénomènes, géobiologiques, négatifs. Alors, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas trop la géobio, il y a plein de phénomènes qui pourraient rendre un lieu négatif. Ça peut être, des perturbations du sol, hein, comme des failles dans le sous-sol par exemple, ou alors, ce qu'on appelle les réseaux telluriques. C'est une espèce de quadrillage. On peut imaginer même des murs en 3D, hein, même carrément, qui sont basés sur, qui sont des ondes stationnaires, en fait, qui sont en résonance avec les métaux qui sont, dans le sol, quoi, sur toute la planète. Et sur toute la planète, on retrouve différents réseaux, certains qui sont orientés nord-sud, est-ouest. Ça peut être de 1 mètre d'écart de maillage à plusieurs mètres. Il y a des réseaux, donc diagonaux, qui sont, voilà, qui croisent les points cardinaux, nord-est, sud-ouest et cetera. Et ces réseaux sont alternés, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une ligne qui va augmenter, le champ d'énergie et une autre qui va la diminuer.
La plupart des réseaux, la variation elle est pas énorme. On est habitués tous à en traverser toute la journée, voilà. Par contre, des fois, il peut y avoir des réseaux, négatifs qui sont de niveau 2, 3 ou 4, hein, qui sont en fait des réseaux qui sont démultipliés en quelque sorte, hem, qui sont, plus larges que les autres, je veux dire. Et c'est d'ailleurs les réseaux positifs qui sont, de niveau plus élevé, qui sont souvent récupérés, dans les sites sacrés, ou dans les cathédrales ou dans les sites anciens. On va trouver des croisements de réseaux, de gros réseaux positifs en général. Voilà. Et donc ces réseaux-là, quand il y a des superpositions de plusieurs réseaux négatifs, ça fait, beaucoup de choses qui vont contracter notre champ d'énergie qui s'additionne, et à force, effectivement, on peut le vivre comme, le corps du moins peut inconsciemment ressentir un stress. On ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y a pas vraiment d'explication, visuelle ou logique ou voilà, mais voilà, c'est dans le subtil que ça se passe. Et donc, ils sont partis de ce postulat. Ils ont, observé, les chaînes qui produisaient, ce qu'il y avait comme géobiologie. Donc ils ont fait des relevés et ils ont constaté effectivement qu'il y avait une accumulation de points négatifs. Voilà, leur postulat avait l'air de se confirmer en tout cas. Ils ont fait, des mesures aussi. Ils ont fait, des mesures avec donc, ces machines, on peut mesurer, comme je vous disais, une mémoire d'une certaine vibration, un certain ensemble de signatures de fréquences, on va dire, et pour la reproduire. Alors ils ont réussi à trouver, des fréquences, voilà, des négatives, on va dire. Heu, il ne faut pas que ça soit trop négatif non plus, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tuer l'arbre, quoi, bien sûr. Il faut trouver un juste milieu, quelque chose qui soit négatif, mais sans plus, juste ce qu'il faut. Donc ils ont trouvé à peu près la bonne proportion, on va dire, mais bon, ça leur posait un souci, c'était différent parce que de ce qu'ils devaient faire d'habitude, hein, parce que normalement, en tant que géobiologue, on est plutôt censé, développer le positif pour voilà, s'accorder un bien-être. Mais bon, manifestement, il y a des organismes qui s'épanouissent dans le négatif, et là donc il fallait faire le contraire, rechercher comment générer du négatif. Bon, ils ont réussi à créer des dispositifs, qu'on peut intégrer et ressortir, si besoin. Voilà, et donc ils ont, encore besoin d'attendre bien sûr, avant la ils n'ont pas pu avoir trop de résultats avant la conférence, mais si ce n'est qu'une petite partie déjà a commencé à produire, dont, un coin qui n'avait jamais produit du tout depuis le début, même pas un petit peu quoi. Et ensuite, il est apparu sur des zones qui étaient négatives, artificiellement rendues négatives, je veux dire, qui étaient donc du coup à la base des zones qui comprenaient trop de points positifs et de réseaux positifs. En fait, l'herbe a commencé à changer de couleur, c'est-à-dire devenir un peu plus sèche, un peu plus jaune, un peu moins vigoureuse quoi, voilà. Donc c'est bon signe, il y a tous les signes, voilà qui se mettent en place, et ils attendent avec impatience les résultats, mais pour l'instant c'est prometteur. Ensuite, ils nous ont montré, dans la deuxième partie de leur conférence, leur recherche sur, la dynamisation de l'eau. Ils ont je crois que c'est Marcel Violet, où ils ont retrouvé en fait, les travaux je crois que c'est les années 50, de Marcel Violet qui avait, fabriqué, un appareil pour dynamiser l'eau. C'est-à-dire que c'est un système d'électrodes qu'on branchait, donc, sur le courant à travers des condensateurs, des choses comme ça, et en fait, l'eau se trouvait dynamisée avec une énergie, qui venait à la base de l'énergie électrique. Voilà. Et donc, il a fait des tests, sur de la pousse de végétaux. Puis après, il se l'est appliqué, sur lui, sur des patients volontaires il a eu des bons résultats dans le cas de rémission, de guérison de maladies, voilà, à l'époque. Donc ils ont essayé de reproduire ce truc-là, sauf qu'ils sont tombés que sur, on trouve sur internet des schémas, hein, mais bon, c'est des schémas de l'époque. Ils ont essayé tout un tas de trucs, mais en fait, c'était pas du tout concluant. C'était pas, c'était un schéma approximatif, ils nous l'ont montré en photo, c'est vraiment un truc fait, comme ça, très schématisé, très croquis, quoi. Donc voilà, c'était pas du tout évident, et surtout, ils pensent que, il y a une différence entre l'électricité d'aujourd'hui et celle de l'époque.
Celle d'aujourd'hui, l'électricité, elle est beaucoup plus, perturbée, peut-être par, les moyens dont elle est produite ou tout ce qui s'y rajoute par-dessus, voilà. Donc c'est pas la même, électricité, donc il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi, on pense, l'état de conscience de la personne qui réalise un objet, hein, qui intervient toujours, bien sûr, dans le processus. Donc ils sont pas arrivés au résultat, qu'avait relevé, ce gars-là, mais ils ont pas baissé les bras, ils ont essayé plein de trucs et ils se sont dit: «Beh, pourquoi pas, faire corroborer ça avec des travaux sur l'énergie scalaire?» Donc ils nous ont reparlé du professeur Meil. Bah, c'est, quelqu'un qui a créé, les SWD, hein, c'est le Scalar Wave Device. C'est des appareils, bon, ça vaut dans les 8 000 €, c'est 2 tours, en fait, et prenez un fauteuil et vous vous asseyez entre les 2 tours et il y a des champs, scalaires qui passent de l'une à l'autre. Voilà, mais bon, c'est pas tout à fait encore, et pour avoir plusieurs personnes, qui l'ont eu, le dispositif dans la salle, c'est pas tout à fait concluant, parce qu'il manque des éléments en bioénergie, voilà. C'est pas assez développé, enfin, en tout cas, ça peut aller pour certaines personnes, mais dans notre approche bioénergétique, pour nous, il y avait des choses, voilà, qui n'allaient pas forcément. Bref, sinon, ils ont, bah, voilà, ce que explique, Constantin Mail, c'est que, bah, ce champ scalaire, pour lui, ça serait les neutrinos, cette espèce de rayonnement qui est bombardé, depuis l'espace, depuis l'univers et qui arrive sur Terre. Hem Et qui crée donc ces spirales, de vortex vers la droite ou vers la gauche qu'on ressent comme positives ou comme négatives. Parce que suivant par quel élément elles sont renvoyées, ça influence cette information. C'est ça un peu la théorie des ondes scalaires. Donc ils ont, créé un petit, dispositif basé sur cette histoire de condensation, d'amplification en fait, de l'énergie pour dynamiser l'eau, mais en utilisant en fait, quelque chose qui va capter directement, sans électricité, qui va capter ce champ, voilà, un système de bobine en spirale en fait, voilà. Basé sur le principe de la bobine Tesla quoi, j'imagine. Du coup, ils ont, testé après, différents, électrodes à plonger dans l'eau. Et ils nous ont fait tester, ils ont trouvé un truc excellent. On a tous été scotchés dans la salle, quoi. C'était incroyable. Bon, déjà, ils nous ont présenté leurs mesures et ils ont travaillé, ils ont trouvé un moyen en plus de rajouter des fréquences en plus dans l'approche de Cardinaux dans l'eau. Donc il nous a montré, des cas où il avait soigné des problèmes physiques et tout ça, grâce à cette eau dynamisée. Ça rejoignait le fait de ce que je vous ai parlé dans la première conférence, où Stéphane Carnot explique que plus on boit de l'eau qui est structurée vibratoirement, informationnellement, et plus en fait ça augmente les connexions avec notre conscience, quantique, quoi, en quelque sorte. Donc ça nous rend beaucoup plus efficients au niveau, énergétique, subtil, vital, et cetera. Et donc, ils ont trouvé, des électrodes, composées à partir de verre, que c'était le plus neutre possible, mais le verre, en fait, est un bon conducteur d'énergie subtile parce que ça serait grâce à la silice, hein, apparemment. Voilà, donc ils ont branché, en fait, les résultats finaux, sur le système scalaire de la salle, en fait, pour que tout le monde puisse ressentir. Et c'est clair que l'euro, on a tous pu ressentir ce qu'elle faisait dans le corps, en transmettant donc ces fréquences-là pour informer notre propre eau, quoi, dans notre corps, par le biais de ce système. Et bien, on a tous senti directement, waouh, une, heu, une expansion du champ vital, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, encore plus fou, c'est que leur petit appareil, il le branche donc sur, un amplificateur. Donc c'est, ces fameux amplificateurs, tout simples, hein. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de ces amplificateurs, hein, depuis le premier podcast. En fait, si vous connaissez les orgonites, c'est un peu un genre d'orgonite conique, mais avec de la shungite. C'est ce qu'on appelle les orgo-shungites, en fait, en quelque sorte. Il y a de la shungite, mais il y a aussi des métaux, dedans. Enfin, c'est Cardinaux qui a sa propre, petite, recette et il a étudié, il a réalisé, lui, par rapport au ressenti, une forme, cône un peu assez pointu en haut, un peu plus évasé, avec des variations un peu arrondies, voilà, un peu spéciales, qui est pour lui
une fréquence, une forme optimale pour retranscrire les plus précisément les fréquences qui ont été enregistrées, de tout type. Et donc cet amplificateur, une fois qu'ils le branchent sur leur petit cube là, ça ressemble à un petit cube qui permet de dynamiser l'eau. Du coup, on enlève l'électrode de l'eau, mais on le branche direct sur l'amplificateur. Et ils posent en fait sur la spirale qui permet de capter l'énergie scalaire naturelle différentes choses. Ils ont posé par exemple des feuilles, des pierres. Ils ont posé une feuille d'ortie et de suite, instantanément, sans électricité, sans rien du tout. Hein. On a senti dans la salle quelque chose d'un peu pétillant, un peu dynamisant, ben comme une piqûre d'ortie, dans le sens où ça fait circuler, mais sans le côté désagréable, bien sûr. Quelque chose qui faisait une expansion du champ vital. On a essayé quoi? De la sauge aussi. Instantanément, quelque chose de très doux, de très enveloppant. Ensuite, ils ont posé un morceau de jade blanc. Alors, le jade blanc, il a la particularité vraiment de poser le mental, de libérer les pensées, etc. Et instantanément, hein, dans les 2 secondes, tout le monde soupirait dans la pièce. C'était assez incroyable, quoi. Voilà, leur truc n'est pas encore en vente, mais je surveille ça de très près. Voilà, ça va être vraiment intéressant, je pense. Donc voilà, c'était les dernières conférences. Mais sinon, après, pour revenir un peu globalement sur le congrès, j'ai vraiment trouvé que c'était très très intéressant avec des approches vraiment novatrices, loin de toutes les projections, les croyances ou les suppositions qu'on peut voir souvent dans beaucoup d'événements de ce type. J'ai aussi apprécié l'authenticité des participants qui ont su parler tous vraiment de leurs écueils, de leurs questionnements, de leurs doutes. C'est ça aussi, cette honnêteté qui fait avancer les choses, voilà. Et c'était vraiment assez sympa. Le lieu était vraiment bien aussi, en haut d'une montagne là en Suisse. C'était très très agréable avec un cèdre, un cèdre géant magnifique. Et voilà, c'était très 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 apaisé, très cool comme ambiance, vraiment sympa. Voilà. Et beh, j'espère que j'aurai su un peu vous faire partager, tout ce qui s'est passé dans ce congrès et voilà, hein, bien que c'est plus à vivre qu'à raconter, mais voilà, ça peut peut-être vous donner, des réponses ou des pistes dans vos explorations. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.